passer à la présentation suivante. Donc là, c'est David Doxaran qui va venir là nous parler de complémentarité d'outils avec le satellite et sur d'autres fleuves aussi, j'imagine. Ok, bonjour à tous et merci beaucoup aussi pour cette invitation à participer à ce séminaire. Donc je suis David Doxaran du laboratoire d'océanographie de Villefranche. Je représente aussi le pôle Audatis et donc je vais parler de la complémentarité entre observation satellitaire et in situ pour étudier la dynamique sédimentaire et estimer les flux solides à l'embouchure des fleuves et notamment des estuaires. Pour commencer d'abord, je rappelle un petit peu mon parcours. Donc j'ai fait ma thèse de doctorat à l'UMR Époque à Bordeaux sur la télédétection et modélisation numérique des flux sédimentaires dans l'estuaire de la Gironde. Puis lors d'un post-doctorat, comme chercheur CNRS au laboratoire d'océanographie de Villefranche, j'ai étudié l'évolution des apports solides fluviaux à l'océan, les impacts sur les environnements côtiers. Et depuis 5-6 ans, un petit peu plus, voilà, je suis très impliqué dans le pôle de données et services pour l'océan Audatis, notamment via la génération de produits Audatis MR que je vais présenter un petit peu tout à l'heure. Ok, plan de la présentation. Donc je vais parler de la télédétection satellitaire, comment on fait pour retrouver la turbidité des eaux, les concentrations en matière en suspension, en phytoplancton, les principes. Comment on utilise des mesures in situ autonomes pour calibrer, valider ces produits satellitaires, notamment avec des stations Hypernet que je vais vous présenter. Et ensuite, quelques applications sur la dynamique et les flux sédimentaires dans l'estuaire de la Gironde, mais aussi dans le Rhône, aussi dans l'océan Arctique et dans la plupart des zones côtières en France, influencées par les apports fluviaux dans le cadre du projet Riomar. Et ensuite, je vais parler de la distribution de ces nouveaux produits satellitaires validés, les produits Audatis MR. Ok, je rappelle un petit peu les principes de base. Voilà, les mesures satellitaires de la couleur de l'eau sont des mesures passives, donc ce que les satellites équipés de radiomètres mesurent l'intensité de la lumière solaire qui a pénétré dans la colonne d'eau après avoir traversé l'atmosphère et qui aura été rétrodiffusée vers le capteur satellitaire. Pour faire très simple, plus il va y avoir de particules en suspension dans l'eau, plus la lumière solaire va être rétrodiffusée vers le capteur, ce qui permet donc de facilement retrouver les concentrations en sédiments en suspension, mais aussi obtenir des informations sur les concentrations en phytoplancton et en matière organique dissoute colorée. Ok, donc dans le cadre de ma thèse, le sujet à l'époque était très novateur. Il s'agissait d'essayer de convertir ces observations satellitaires, ces images satellitaires Spot et Landsat en concentration en matière en suspension. Beaucoup de gens étaient sceptiques par rapport à ce qu'on pouvait observer, tous ces gradients là de gris que l'on pouvait observer. On pensait que c'était relié aux concentrations en matière en suspension. Encore fallait-il le prouver. Donc ça a été tout un travail de corriger d'abord des effets atmosphériques, ces mesures satellitaires, puis par la modélisation et la mesure in situ, arriver à convertir le signal résiduel, la réflectance de l'eau en concentration en matière en suspension. Le résultat, il a été celui-là. Donc voilà, on a obtenu des cartes de concentration en matière en suspension, en étiage, en crue ici, tout à fait réaliste, exactement ce à quoi on s'attendait. Donc c'était bien parti, une première étape était franchie. Ensuite, on a appliqué ce type de méthodologie en routine, ici aux images satellitaires MODIS. Donc on est à 250 mètres de résolution spatiale, 2 images satellitaires par jour. Et en plus, la possibilité à cette époque de comparer les concentrations que l'on retrouvait aux premières mesures in situ réalisées par le réseau Magest. Ce qui a permis de montrer qu'à 15% près, on arrivait à retrouver les concentrations en matière en suspension avec ce type d'observation satellitaire, qu'on en avait potentiellement suffisamment par mois pour observer sur un mois les cycles de Vivo mortaux, d'arriver à moyenner tout ça sur un mois, donc de gommer les effets des cycles de marée. Et on a travaillé par exemple sur l'évolution, une évaluation des flux sédimentaires en regardant comment la concentration en matière en suspension sur l'ensemble de l'estuaire varie au cours du temps, mois par mois, en utilisant ces concentrations comme un proxy de la masse totale de sédiments en suspension dans l'estuaire. Ok, ensuite, la méthode qu'on avait développée par l'estuaire de la Gironde a été optimisée et elle a été généralisée à la plupart des fleuves ou des estuaires. Ici, la baie de Bourgneuf, l'estuaire de la Loire, toujours l'estuaire de la Gironde. C'est Novoa et A qui ont utilisé plusieurs bandes spectrales pour être capables de retrouver, à partir d'une image satellite, les concentrations les plus élevées qu'on retrouve dans la zone de maximum de turbidité,
jusqu'aux concentrations les plus faibles qu'on le retrouve au-delà de la zone des panaches fluviaux. Et ensuite, pour encore valider les corrections atmosphériques qui restent une difficulté sur ces zones d'études, on a largement contribué à développer un nouveau réseau de mesures in situ hyperspectrales de la réflectance de l'eau, c'est le réseau HyperNet, qui permettent de savoir avec quelle incertitude on retrouve la réflectance de l'eau à partir desquelles on estime les concentrations en substances optiquement actives dans l'eau. Il y a 3 et même 4 sites déjà implémentés en France, il y en a une vingtaine dans le monde. Il y en a une station qui est à l'embouchure de la Gironde, une station ici qui est au centre de l'étang de Berre, qui fournissent tous les jours des mesures avec ce type de radiomètres hyperspectraux qui mesurent la même chose que ce qui est mesuré au niveau des satellites. Et voilà, en plus, la plupart du temps, lorsqu'on a des mesures radiométriques juste au-dessus de l'eau, où il y a les câbles qui descendent dans l'eau, on a aussi des turbidimètres, des fluorimètres régulièrement calibrés qui permettent aussi de connaître de mettre en relation la réflectance de l'eau avec les concentrations en matière en suspension et en chlorophylle, et donc de faire de la calibration. En plus de ça, comme ces mesures sont très précises radiométriquement et géométriquement, on arrive, donc ça ce sont les mesures à gauche qui sont réalisées sur une journée par exemple à l'embouchure de la Gironde, on arrive à quasiment parfaitement reproduire avec un modèle de réflectance les mesures qui ont été réalisées. Et parce que le modèle arrive à parfaitement reproduire, on arrive à extraire un maximum de paramètres dans la colonne d'eau, les concentrations en matière en suspension, les concentrations en chlorophylle, mais aussi des informations clés sur la composition et la taille des particules en suspension. Donc ça fonctionne, il faut encore qu'on valide l'inversion de ce modèle-là. Donc voilà quelques applications ensuite. Donc, dès lors qu'on a cartographié les concentrations en matière en suspension dans l'estuaire de la Gironde, au niveau des eaux de surface exclusivement, et connaissant à partir de nombreuses mesures in situ les profils verticaux de concentration en matière en suspension dans les différentes parties de l'estuaire en fonction des cycles de marée, on a réussi à reconstituer et intégrer dans la grille de calcul d'un modèle, le modèle Siam 3D à l'époque, la concentration totale de matière en suspension sur l'ensemble de colonnes d'eau dans l'estuaire. Et ce que on a utilisé ces champs de concentration en matière en suspension reconstitués pour améliorer le réalisme d'un modèle hydrosédimentaire. Ça, c'était ce qu'avait calculé le modèle hydrosédimentaire au moment du passage satellite. Ça, c'est ce qu'on avait observé avec le satellite. On a réinitialisé le modèle, c'est qu'on a redistribué toutes les matières en suspension dans l'estuaire pour que le modèle, par la suite, puisse faire des calculs plus réalistes, notamment en termes de flux sédimentaire. C'est juste un exercice, mais qui était assez original et intéressant pour l'époque. Ok, ensuite, on a traité un grand nombre de mesures satellites sur des années qui a permis de voir comment, en fonction tout simplement du débit liquide de la Gironde, donc Garonne plus Dordogne, varie l'extension du panache turbide dans les eaux du golfe de Gascogne. C'est ce que vous voyez ici. Et on a même pu, ça c'est une étude précurseur qui permettra de montrer ce qui sera possible de faire avec les capteurs satellitaires géostationnaires de la couleur de l'eau, qui permettent de faire des mesures toutes les heures, voire même toutes les 10 minutes, et de voir en fonction du cycle de marée quotidien comment varie l'extension du panache turbide d'un fleuve tel que l'estuaire de la Gironde. On voit qu'il y a de fortes variations au cours de la journée qui sont directement liées au débit liquide. Ok, on a travaillé aussi à l'embouchure du Rhône, sachant que maintenant on dispose d'images satellitaires qui permettent de voir avec beaucoup de détails les eaux côtières, mais même de rentrer à l'intérieur du fleuve. On peut même remonter jusqu'à la station Sora, la station hydrologique dans le fleuve, et donc on peut vraiment assurer un suivi du continuum terre-mer à l'embouchure du fleuve. Et donc voilà, on a traité un grand nombre d'images satellites couvrant différentes conditions hydrologiques, et on est capable de dire comment varie la concentration en matière en suspension depuis la station hydrologique jusqu'à l'embouchure du Rhône et jusqu'au-delà dans le plateau continental où c'est quand on va observer une dilution des particules en suspension. Et avec tout ce nombre de calculs, donc on a pu vraiment documenter dans la partie aval du Rhône quel est le transport en matière en suspension dans le fleuve, et on a pu quantifier quelle était la quantité de matière en suspension qui transitait par la station de Sora à Arles, qui allait se retrouver dans le panache de surface du Rhône, dans le golfe du Lion, et on a vu qu'il s'agissait seulement de 10%, ce qui veut dire que 90% des particules en suspension se retrouvaient soit sédimentées, soit dans les néphéloïdes de fond ou intermédiaires. Ok, j'en arrive à l'utilisation des produits satellitaires que l'on fait dans le cadre notamment du PPR Riomar, programme prioritaire de recherche qui a pour but de reconstituer l'évolution des eaux côtières françaises métropolitaines directement influencées par les apports fluviaux au cours des 25 dernières années en combinant observations satellites et in situ,
afin de calibrer et valider les modèles hydrosédimentaires et biogéochimiques, modèles qui, une fois calibrés, estimeront quel sera le devenir au cours du prochain siècle de ces eaux côtières sous différents scénarios. Ce qu'on a utilisé dans le cadre de ce PPR, ce sont les produits Siemens HR, c'est ce que vous voyez ici, notamment au niveau de la Seine. Ce sont des images satellitaires à 100 mètres de résolution, disponibles tous les 4 jours, concentration en matière en suspension, concentration en chlorophylla et turbidité. En plus de ça, on a utilisé la plus belle série temporelle qui existe au niveau des eaux côtières françaises, c'est la série temporelle Sextant OC5 de Ifremer. Donc tous les jours, depuis 25 ans, des concentrations, des cartes pleines de concentration en matière en suspension et en chlorophylle A, mais avec une résolution seulement de 1200 mètres, ce qui permet d'étudier les panaches fluviaux, mais pas véritablement de rentrer à l'intérieur des estuaires. Pour compléter ces deux produits qui existaient, le pôle Audatis dont j'ai parlé plus tôt a généré ces produits-là qui se veulent complémentaires et répondre aux besoins qui n'étaient pas couverts, c'est-à-dire depuis 2002, plus de 20 ans de produits, concentration en matière en suspension, chlorophylle, turbidité, SST notamment, à 300 mètres de résolution, une résolution bien mieux adaptée aux eaux côtières, aux panaches fluviaux et même aux intérieurs des estuaires. Produits satellitaires qui sont régulièrement calibrés et validés sur les sites des SNO tels que Somlit et REFI, que vous voyez ici. Tous les produits satellitaires sont calibrés et validés à partir de ces mesures in situ. Et en plus de ça, on fournit un géonavigateur qui permet à quiconque qui n'est pas habitué à traiter des produits satellitaires de très facilement les sélectionner sur une zone en particulier, sur un point fixe ou sur l'ensemble de la zone couverte et de les télécharger au format NetCDF ou au format CSV. Le but étant de démocratiser vraiment l'utilisation des produits satellitaires couleur de l'eau. Ok, donc une première application, ça a été de voir quelle a été l'évolution de l'extension des panaches fluviaux au niveau des différentes zones d'études Riomar au cours des 25 dernières années. Et voilà ce qu'on a déjà obtenu pour la Seine, la Loire, la Gironde et le Rhône. Vous voyez les variations multiannuelles de l'extension des panaches fluviaux, avec superposé les variations multiannuelles du débit liquide fluviaux. Comme on a pu le voir par avant, il n'y a pas de tendance nette à l'augmentation ou à la diminution de ces panaches, de l'extension de ces panaches fluviaux. Par contre, on voit beaucoup de variations pluriannuelles, des périodes sèches, des périodes humides, et grosso modo, une très forte corrélation entre les variations du débit liquide et l'extension des panaches fluviaux. On a pu voir aussi voilà, un paramètre qui était un peu utilisé jusqu'ici, c'est la SST, qu'on arrive à sortir à 300 mètres de résolution sur maintenant plus de 25 ans. On peut voir qu'au cours des 25 dernières années, les eaux côtières françaises, dans leur intégralité, se sont réchauffées, essentiellement en Méditerranée. Et ces tendances, on essaie maintenant de les voir si, en zoomant sur les zones littorales et même à l'intérieur des estuaires, si ces tendances observées à partir des produits satellitaires sont confirmées par les mesures in situ au niveau des SNO. Ok, juste un petit point pour dire que les observations satellitaires, on les utilise beaucoup aussi pour étudier quelle est l'évolution des apports fluviaux au niveau des grands fleuves arctiques. Au niveau de l'océan Arctique est le plus influencé par les apports fluviaux. C'est un milieu très complexe avec de la glace de mer. Mais là aussi, on a réussi à combiner les observations in situ qui permettent de documenter le débit liquide, mais aussi les concentrations en matière en suspension dans les grands fleuves arctiques au cours des 20 dernières années. Et on regarde avec les observations satellitaires comment l'évolution de ces débits impacte la turbidité, les concentrations en matière en suspension dans les eaux côtières adjacentes. Et ce qu'il est intéressant d'observer pour la plupart des fleuves, c'est qu'en fait, même si on pouvait s'attendre à une augmentation très nette, avec le changement climatique, la fonte du permafrost, on a en fait une stagnation et uniquement très récemment une augmentation des débits liquides, des concentrations en matière en suspension. Et ce qu'on observe dans les stations hydrologiques des fleuves, on le retrouve très très bien dans les eaux côtières directement influencées par les apports fluviaux à partir des images satellitaires. Ok, je passe rapidement, mais voilà, c'est pour illustrer tout le travail que l'on réalise sur la validation des produits satellitaires au niveau des eaux côtières françaises. Et puis je vais conclure, alors je finis aussi, voilà, s'il est assez compliqué sur l'ensemble des eaux côtières françaises de valider les produits chlorophylle A et concentration en matière en suspension, on a grosso modo pas mal de dispersion autour des relations 1-1. Les résultats sont bien meilleurs dès lors qu'il est question de température de surface. On a vraiment confiance en les produits satellitaires. Et donc, on dispose de 25 ans de produits satellitaires qui sont mis à disposition. Il y a un gros effort qui a été fait là des utilisateurs, même non spécialistes en images satellites.
L'utilisation combinée des mesures in situ et satellitaires permet de générer des observations augmentées qui vont permettre donc de calibrer, valider les modèles, comprendre ce qui s'est passé au cours des 25 dernières années et faire du prospectif sur l'évolution des eaux côtières françaises au cours du prochain siècle. Et merci, j'en ai terminé. Merci beaucoup, David. Est-ce qu'il y a des questions pour David, des demandes de précision? Donc Sabrina Guérin du SIAP. J'avais une question par rapport à cette surveillance des images satellitaires. Vous avez évoqué des dispositifs de calibration, il me semble. Voilà. Donc, ma question, c'est est-ce que cette calibration voilà, tout à fait. Est-ce que ces systèmes de calibration elles sont nécessaires? Parce que j'avais pas entendu parler auparavant quand il y avait des présentations sur les images satellitaires de calibration un peu in situ comme ça des spectres, des signaux spectraux finalement qui sont fournis par... voilà. Ça, c'était... Ouais. Vu la complexité des eaux côtières, toute la saisonnalité, la diversité des particules en suspension et tout ça, on n'en est pas encore, et malgré l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones, on n'en est pas encore à être capable de retrouver à quelques pourcents près les concentrations des substances qui nous intéressent. C'est ce qu'on voit ici très bien avec 25 ans d'observation satellitaire, de comparaison entre les mesures in situ et les produits satellitaires. On a beaucoup de dispersion encore. Donc, en fonction des applications, ce niveau d'incertitude n'est pas encore satisfaisant. On peut faire beaucoup mieux à condition de multiplier sur les sites qui nous intéressent, les sites clés, ce type de... Je vais y arriver. Ok, si on multiplie les stations autonomes qui vont permettre de calibrer localement et de faire mieux, on va forcer le résultat à ne plus avoir 35, 40, 50% d'incertitude, mais 10 à 15% sur le produit qui nous intéresse. Et donc, si je le retrouve... Voilà, et donc dès lors que là, avec ce type de radiomètre qui est totalement autonome, on est capable de forcer les corrections atmosphériques à être quasiment parfaites, donc on enlève complètement l'atmosphère, et ensuite avec des capteurs qui sont dans l'eau, des capteurs de turbidité, de fluorescence, on va faire le lien entre la réflectance de l'eau et localement la concentration en phytoplancton, en particules non algales, et on va être capable de boucler toute la chaîne avec une incertitude minimisée au niveau des produits. Du coup, là, ces mesures hyperspectrales, est-ce que tu penses qu'on pourrait équiper les bouées du littoral français de Costa Chef avec ce type de... Ah ouais, merci pour la question. C'est une des principales difficultés. Il faut vraiment, parce que ça repose, la qualité de la mesure repose sur une géométrie de visée absolument parfaite. Et sur une station qui bouge, qui va osciller avec la houle, le vent, on va être obligé de jeter 80 à 90% des mesures qui sont réalisées. Donc on utilise des plateformes stables pour assurer la qualité de la mesure. Là, si on zoome, en fait, c'est un ponton qui est solide à l'embouchure de la Gironde. Ça, c'est une station qui est quasiment fixe. Ça aussi, donc pour l'instant, on évite plein de stations trop mobiles pour garantir la qualité de la mesure. Ok, et juste, tu as évoqué des satellites géostationnaires pour faire ce type de suivi. C'est à quel horizon? Ouais, c'est imminent parce que voilà, c'est sur MTG, Météosat 3e génération. Alors c'est pas un radiomètre couleur de l'eau, mais c'est un imageur qui s'appelle FCI qui va faire des mesures toutes les 10 minutes à 1 km de résolution et qui aura quasiment la capacité de faire de la turbidité, c'est sûr, concentration en matière en suspension, c'est sûr, et même dans certaines gammes de la chlorophylle A. Donc ce sont des Belges qui sont sur le point de finaliser leur traitement pour que le produit puisse être distribué par Emetsat. Et ça va faire un gros changement d'avoir des mesures toutes les 10 minutes sur toutes les zones amarrées, même sur toutes les zones fortement influencées par la couverture nuageuse. Ça va faire une énorme différence en termes de couverture spatio-temporelle.
Et donc, quand tu dis c'est maintenant, c'est quoi l'échéance du coup concrètement? Je pense sous 6 mois. Ah oui, d'accord, c'est maintenant. 6 mois, quoi. 1 an Ok. maximum, les projets doivent être terminés, les produits suffisamment validés pour qu'ils soient distribués. Ok, très bien. Merci, on a encore un peu de temps si vous voulez encore pour une dernière. Nicolas. Merci pour votre présentation. Est-ce qu'il y a des produits satellitaires maintenant qui permettent éventuellement d'étudier les eaux continentales plus à l'intérieur des terres en termes de rivières? Pour les lacs, je sais que ça se fait, mais est-ce que pour les rivières, on a la résolution qui commence à arriver, qui permettent d'étendre ces applications Oui, tout à fait. Donc on travaille avec les collègues justement du pôle surface continentale TEIA qui depuis qu'il y a les images Sentinelle-2 MSI qui sont disponibles à 10-20 mètres de résolution font la même chose, et donc on travaille de plus en plus en collaboration avec eux. Ils font la même chose que l'on fait depuis longtemps sur l'océan global, l'océan côtier. Ils font la même chose dans les eaux continentales avec une subtilité en plus, c'est que voilà, il y a des effets d'environnement des surfaces continentales qui renvoient beaucoup plus de signal, qui contaminent la mesure de la couleur des eaux. Donc ils ont des contraintes supplémentaires, davantage de difficultés, mais justement on est en train de travailler là-dessus. Et il y a déjà des algorithmes qui sont sortis pour corriger les effets atmosphériques, mais aussi les effets d'environnement, et remonter voilà, le long des cours d'eau et même jusqu'au lac. Parfait, merci beaucoup.